Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Il fait toujours plus beau, toujours plus chaud, donc aucune raison de commencer avec les festivals en ce début presque d'été. Et Nyon est en plein vision du réel. On s'intéressera donc aux à côté, aux activités culturelles du festival. Le festival durera jusqu'au 21 avril et on accueille justement une invitée, photographe Delphine Chacher. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous serez là justement pour nous présenter votre exposition à l'espace et la Grenette à côté de Vision du réel. Vous avez eu l'occasion d'en profiter justement, Vision du réel? Alors, pas encore pour voir des films malheureusement, mais j'ai un peu l'espoir de pouvoir y aller avant le samedi, effectivement. Voilà. Et en deuxième partie d'émission, on s'intéressera à deux expositions temporaires, une au musée roman de la machine agricole à Ciblin et puis au château de Prangin. Je vous le disais donc justement, Vision du réel, c'est 174 films à l'affiche, mais aussi toute une série d'activités culturelles. Le festival s'engage à faire découvrir le cinéma aux jeunes et aux seniors. Justement, c'est dans le cadre de la Lanterne Magique en partenariat avec Pro Sénectout que nous nous sommes rendus pour découvrir le reportage On s'accorde. Alors, la Lanterne Magique, c'est un club de cinéma pour enfants qui en fait, existe depuis bientôt 25 ans, qui existe à peu près dans toute la Suisse et qui en fait propose tout au long de l'année des séances de cinéma d'une manière originale avec un accompagnement. Ça a toujours autant de succès. Et puis en parallèle, alors on mène des activités. Ce genre d'atelier, ça fait maintenant la quatrième fois qu'on le mène. Il a un thème particulier, c'est qu'il porte sur ce qu'on pourrait appeler l'intergénérationnel, c'est-à-dire de se faire rencontrer autour d'un thème commun des enfants et des seniors. Avec mon collègue Andreas Fontana, on aime beaucoup cet atelier parce qu'on prépare pas spécialement à l'avance ce qui va se passer, mais on essaye de faire avec les personnes qu'on a en face de nous. Et on ne sait pas forcément à l'avance ce que ça va donner, mais c'est ça qui est assez chouette. Le but, c'est d'être ensemble et de partager un chouette moment autour du cinéma documentaire et voilà, de faire quelque chose ensemble. C'est toujours opération réussie parce qu'ils se découvrent déjà. Sans cet atelier, ils ne se rencontreraient pas nécessairement. Les seniors, ils ont une expérience de la musique qui peut être bonne ou mauvaise. Certains en ont fait, d'autres en ont fait beaucoup. Donc, ils ont vraiment un vécu par rapport à ça. Les enfants qu'on a, là, c'est ça qui est génial. Ils sont tous en phase d'apprentissage. Ils sont tous en train de découvrir avec les agréments et les désagréments que ça recouvre. Mais il y a vraiment une différence d'expérience. Et là, le dialogue, il est intéressant. Alors, la musique, c'est vrai que c'est un des langages les plus anciens, on va dire. Et il y a des gens qui disent que c'est la langue des émotions, donc c'est vrai que ça rassemble pas mal de personnes au niveau du rythme et des sonorités. On cherchait une sorte de jeu, mais au sens formel, quoi, entre évidemment d'un côté la musique, puis de l'autre ce que nous, on va pouvoir faire au montage qui ressemble en fait à une construction musicale. Et du coup, ce qu'on cherche, c'est des moments de musique, mais aussi des moments de silence ou des moments à côté de la musique, par exemple une note perdue ou un moment d'accordage ou un moment de questions, etc., qui sont des espèces une sorte de musique, d'inframusique qui peut après se monter comme une sorte de musique. Ouais. Je pense que quand vous entrez... J'ai trouvé sympa de pouvoir participer à cette journée de musique avec des enfants. Ils sont tous très doués, ils ont tous un instrument, ils jouent tous un instrument et je trouve ça très très bien. Ils devaient choisir des enfants, puis j'ai été choisie et on doit tourner un film. Et là, on s'est plutôt entraîné à voir les instruments chacun son tour. Et puis après, ce qu'on a fait, c'est que on avait mis une vidéo et puis on devait essayer de jouer tous ensemble. Chacun choisissait un personnage.
Avec nous sur le plateau, Delphine Sasser, photographe originaire de Beugnin, qui expose à l'Espace et la Grenette Bois de Frères. Delphine, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce travail photographique que vous avez réalisé, Bois de Frères? Alors, Bois des Frères, en fait, c'est un Frères. lieu situé à Genève, dans la ville de Vernier, tout près des Tours du Lignon, pour les gens qui connaissent. Donc, c'est un lieu qui héberge, en fait, des cabanons d'ouvriers qui avaient été construits dans les années 60 pour loger, en fait, tous les ouvriers, la plupart italiens, qui venaient travailler pour la construction justement de l'édifice du Lignon. Donc, c'était des saisonniers. Ils devaient repartir chaque saison dans leur pays et ils revenaient pour construire les tours du Lignon. Et normalement, ces bâtiments qui les abritaient, donc des cabanes en bois, devaient être voués à disparaître en même temps que l'immeuble aurait été terminé. Mais malheureusement ou heureusement, c'est toujours là, en fait, 50 ans après. Et donc, mon travail, ça a été de m'intéresser à ce lieu et aux gens qui y vivent, en fait, qui sont aussi toujours des ouvriers, qui sont évidemment... Vous parlez des gens, justement, Oui. passés à... qui revient régulièrement. Vous vous intéressez toujours à l'humain. Pourquoi ? Je pense que ça a été des influences photographiques que j'aimais. Enfin, j'aimais regarder des reportages classiques en noir et blanc quand j'étais ado. Et puis, je pense que voilà, j'aime ça, en fait. J'aime l'humain. J'ai toujours hésité à travailler dans le social. Finalement, je me suis orientée différemment, plutôt dans un travail administratif avant la photographie. Et puis, j'ai toujours été attirée par des rencontres, en fait, à pouvoir atteindre, en fait, des gens que je pourrais pas rencontrer sans le biais de la photographie. Donc là, pour moi, l'appareil de photo, c'était tout à coup un super moyen pour avoir accès à ces vies cachées, en fait. Donc, voilà. Vous dites des vies cachées. Donc, comment est-ce que vous travaillez pour obtenir ces photos? Est-ce qu'il y a tout un travail peut-être ethnographique là derrière ou une mise en scène? Ou comment est-ce que ça se passe? Alors, je dirais, en tout cas pour ce travail-là, il m'a fallu beaucoup d'observation, je dirais plutôt de préparation, d'aller rencontrer les gens, d'abord d'aller repérer les lieux, voir un petit peu palper l'atmosphère, en fait, de ce quartier, puis rencontrer des gens, donc beaucoup parler avec eux, passer des soirées avec eux, sans forcément photographier tout de suite. Enfin, je leur avais tout de suite expliqué que je voulais quand même faire un travail photo. Et qu'est-ce qui vous a, à un moment donné, déclenché l'appareil? C'est tout à coup, en fait, je trouvais que j'avais une bonne relation avec une personne, une relation de confiance. Donc, je lui proposais d'aller faire un portrait dans un endroit que j'avais plus ou moins repéré. Je travaille en argentique, en film, donc je cherche toujours un lieu où la lumière naturelle est bonne. Et je cherche donc effectivement à créer des mises en scène, des portraits, mais mis en scène de situations soit qu'ils ont vécues, soit qui collent à la lumière et au lieu qui les abrite. À vous entendre parler, on entend que c'est une réelle passion pour vous. Pourtant, c'est seulement à l'âge de 30 ans que vous décidez de vous lancer dans la photo. Pourquoi avoir attendu si longtemps, peut-être ? Je pense pas que j'ai attendu, en fait. J'ai l'impression que c'était le cours naturel de ma vie, en fait, qui a fait que j'ai mis 10 ans à peu près pour comprendre que je voulais m'épanouir au niveau de la photographie, peut-être plus que par une passion, puis de me lancer, en fait, professionnellement à travers l'école. Pour moi, c'était un déclic en discutant avec plusieurs personnes qui m'avaient encouragée, notamment un photographe, qui m'a vraiment un peu challengée en me disant mais essaye de faire l'école, on verra, essaye de te lancer, parce que moi je doutais tellement, en fait, sur la précarité du travail de photographe. Ça me faisait peur. Non, pas du tout. Alors effectivement, il y a des moments où le travail en équipe me manque, parce que c'est un travail qui est quand même assez, je dirais, solitaire. Mais voilà, c'est aussi peut-être pour ça que je recherche des rencontres à travers des portraits, à travers des reportages, on va dire, humanistes. Et à l'avenir, justement, les futurs challenges, les futurs projets photographiques que vous souhaitez réaliser, lesquels? Alors, pour le moment, je n'ai pas de projet précis, mais ça tourne toujours autour d'histoire humaine, sociale. Voilà, c'est un peu ce que je recherche, que ce soit ici ou ailleurs. Ouais.
Voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous pour nous présenter Bois des Frères et puis bonne suite à vous. Un projet qui pourrait peut-être vous intéresser, c'est le projet dont on va parler juste maintenant, une nouvelle exposition à la boucherie qui parle de boucherie justement. C'est une exposition qui s'appelle La boucherie de campagne, tradition vivante, à voir au musée roman de la machine agricole au moulin de Ciblin jusqu'au 28 octobre. Regardez. Le conseil de fondation, il y a longtemps qu'on réfléchissait pour organiser des expositions temporaires, parce que le problème du musée roman de la machine agricole, c'est qu'il nous faut plus de visiteurs. Pour attirer des visiteurs, il faut des expositions nouvelles. Et on a eu contact avec M. Éric Mélan, donc en 2016, ça fait déjà 2 ans. Ce qu'on veut montrer, c'est à quel point la boucherie dans les fermes, pour les familles paysannes, c'est quelque chose qui est respectueux de l'animal. On a aussi eu la chance de rencontrer M. Willy Rochat, qui est boucher retraité, et puis qui était disposé à nous léguer son matériel, et en plus à nous donner les explications pour qu'on comprenne un petit peu à quoi servent tous ces objets. C'est dommage, cette tradition elle est en train de se perdre parce que c'est vrai qu'il y a maintenant assez peu de fermes, en tout cas dans cette région de la côte vaudoise. Il y a peu de fermes où il y a encore des boucheries à la ferme. Et j'étais très surpris quand même dans ces fermes en voyant que la tradition avait maintenu les pratiques, l'outillage n'avait pas changé depuis ma jeunesse. Alors ici on a un plot qui servait à découper les côtelettes ou les morceaux dans lesquels il y avait des os. Donc avec ces outils, là, ces sortes de haches, le boucher tapait et pouvait couper les côtelettes sur un plot en bois pour éviter d'abîmer les outils. Alors ici, c'est un poussoir à viande. Donc une fois qu'on a la chair à saucisse, on va la mettre ici, on va remonter le piston, on va mettre cette chair à saucisse dans le cylindre. Et puis, en tournant la manivelle avec la crémaillère, on va appuyer sur la masse qui va ensuite sortir par ce tube sur lequel on aura glissé le boyau. Et ça, c'est le doigté, le geste du boucher. S'il tourne la manivelle, il doit suivre en même temps pour que se forme une saucisse ou un saucisson. C'est pas du tout sanguinolent. Les gens s'imaginent des fois une boucherie, ça doit être affreux, il doit y avoir du sang partout, etc. Non, une fois que le cochon est saigné, eh bien, on peut comme ça s'occuper de choisir les morceaux, partager la viande en vue soit de débiter des jambons, soit de faire de la viande hachée pour faire des saucisses, saucissons, etc. Photographier les boucheries, est-ce que c'est pour vous une réponse au mouvement vegan, au mouvement antispéciste? Vous voulez m'emmener sur ce terrain glissant. Oui, en tout cas, d'une certaine façon, pour montrer le respect qu'on a de l'animal. Et je peux vous dire, moi qui ai assisté à beaucoup de boucheries, que ce soit à Genève ou dans le canton de Vaud, j'ai jamais... Je pèse mes mots, j'ai jamais entendu un cochon, un porc hurler. C'est un sujet qui n'a pas été choisi pour faire de la provocation, mais c'est un sujet qui a été choisi parce qu'il y avait une collection de photos à exposer. C'est important que chaque consommateur, chaque personne soit consciente que pour avoir un morceau de viande dans son assiette, il y a un processus qui, ma foi, commence par l'abattage d'un animal. Est-ce que ces images sont dures, selon vous? Pour moi, elles ne sont pas dures, parce que si elles sont prises dans leur contexte, elles ne sont pas dures. Elles sont dures maintenant dans la presse parfois parce qu'elles sont sorties de leur contexte. J'aurais de la peine à aller faire des photos dans des lieux où on martyrise les animaux, franchement, à part pour vraiment dénoncer la chose, ce qui a été fait, hein, heureusement. Notre rôle comme musée, c'est de garder une trace de ce qui s'est passé, même si ce n'est pas forcément toujours en accord avec les croyances ou les idées de tout le monde. Mais dans tous les métiers de l'agriculture, on essaye justement d'être le témoin et de garder les objets, les images et les témoignages aussi de ceux qui ont travaillé. Autre exposition temporaire, mais du côté du Musée national suisse au château de Prangin. Cette fois-ci, c'est Indienne, un tissu révolutionne le monde, à voir jusqu'au 14 octobre. La visite en compagnie de la directrice.
L'exposition s'intitule « Indienne, un tissu révolutionne le monde » avec des pièces tout à fait exceptionnelles qui retracent l'histoire de ces tissus de coton imprimés, de leur origine en Inde jusqu'à leurs imitations en Europe au XVIIIe et XIXe siècle. Les tissus sont produits en Inde. Ils arrivent pour la première fois en Europe à la fin du XVIe siècle dans les cales des navires portugais qui sont allés en Asie du Sud-Est pour ramener des épices. Ils ramènent aussi quelques tissus et c'est comme ça que les Européens vont les découvrir et ça va susciter vraiment un enthousiasme, un engouement incroyable parce qu'on découvre une fibre qu'on ne connaissait pas très bien, le coton, très agréable à porter, léger, pas très coûteux. On va découvrir des motifs nouveaux, exotiques, chatoyants, avec des très belles couleurs vives, qui résistent au lavage, qui résistent à la lumière. En 1759, les manufacturiers vont devoir apposer sur toutes les pièces un tampon qu'on appelle le chef de pièce qui donne le nom de la manufacture, le lieu où elle est produite et cette garantie bon teint pour que les acheteurs soient sûrs qu'en achetant cette indienne, eh bien, ils vont pouvoir la laver, qu'elle ne va pas déteindre immédiatement. La Suisse va bénéficier d'un événement marquant en France qui est la prohibition des indiennes. En 1686, Louis XIV décide d'interdire la fabrication et l'impression des indiennes, justement pour protéger les manufactures existantes de soie et de laine. Et du coup, les fabricants, qui pour la plupart sont des huguenots, vont se déplacer dans les régions limitrophes, notamment en Suisse, à Genève, puis à Neuchâtel, à Bâle, à Bienne, et vont s'implanter ici. Ils apportent leur savoir-faire, mais aussi leurs capitaux et leur réseau. Une des familles les plus importantes, c'est la famille Fazi, dont on voit ici un des représentants, qui tient justement à la main un projet d'indienne bleue. Les indiennes s'inscrivent dans l'histoire, mais l'histoire s'inscrit aussi dans les indiennes. Elle sert notamment à raconter l'actualité. Quels éléments forts on retrouve de cette actualité, par exemple en Suisse ? Par exemple, des figures suisses éminentes qui ont joué un rôle très important en France, comme Jacques Necker, le ministre des Finances de Louis XVI, ou Jean-Jacques Rousseau, le célèbre philosophe et écrivain, vont susciter des toiles sur lesquelles on reconnaît la figure de Necker, par exemple, ou l'île aux peupliers, où Jean-Jacques Rousseau a été enterré. Dans cet espace sombre, une histoire, une partie effectivement, une page sombre de l'histoire des Indiennes, à savoir les liens entre les Indiennes et la traite des Noirs. Les Indiennes étaient la principale monnaie d'échange pour acheter des esclaves en Afrique et c'est bien attesté dans différentes archives, dans différentes pièces. Une de ces indiennes qui était vraiment destinée au marché africain, c'est la seule qu'on connaisse à ce jour, avec ici une fable d'Ésope, le lion et la chèvre sur son rocher, très peu de couleurs, un dessin assez rudimentaire. Ici, on a une des pièces maîtresses de l'exposition, une toile des Indes qui provient de la côte de Coromandel. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que rapidement, les Indiens vont adapter leurs motifs au goût européen, à la demande bien sûr des Européens, qui vont leur fournir par exemple des gravures, des dessins pour qu'ils puissent un petit peu en prendre connaissance et essayer de les adapter. À noter encore que toute une série de manifestations et d'activités spéciales auront lieu dans le cadre du 20e anniversaire de l'inauguration du siège roman du Musée national suisse de Prangin. Pour terminer cette émission, plusieurs dates à retenir. Tout d'abord, samedi 21 avril au Musée romain de Nyon, découvrez le métier de pompier hier et aujourd'hui dans le cadre de la journée spéciale Allô les pompiers. Du côté du gymnase de Nyon, les anciens élèves vous invitent pour une exposition
à découvrir du 21 avril au 21 mai. Plusieurs projets artistiques sont à découvrir. Le vernissage aura lieu dès 15h samedi 21 avril. Enfin, n'oubliez pas Vision du réel. Le festival terminera ce samedi 21 avril avec évidemment la diffusion de plusieurs films, mais aussi la rediffusion samedi pour la clôture dès 16h à la salle communale. Et puis toute une série d'activités, notamment musicales, au village et à la parenthèse. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures culturelles. Salut!